Je suis très honorée de parler ce soir devant plus de 100 personnes en tant que représentante d'un centre de compétences. Alors, je vous demande juste un petit peu d'indulgence parce que j'ai des problèmes informatiques et je ne vois pas les diapos défiler, donc je les ferai faire défiler au fur et à mesure. D'abord, une petite précision sur ce qu'est qu'un centre de compétences. Donc, en fait, un centre de compétences, c'est un centre qui a pour mission de participer au maillage territorial dans la prise en charge de maladies rares en lien avec un centre de référence dont il dépend. Et l'objectif de centre de compétences, c'est vraiment de pouvoir coller aux recommandations de bonnes pratiques en lien avec son centre de référence et de pouvoir se référer à un centre de référence s'il est en difficulté. Ce mariage territorial me semble particulièrement important et intéressant pour les patients et les familles des patients qui sont touchés par une maladie rare. Alors, la première diapo, qui est donc la mise en place du parcours de transition en centre de compétences, problèmes et expériences. Finalement, je rejoins mes collègues pour dire que les problèmes, ils peuvent être vite gommés si on trouve des gens motivés. Et nous, on n'a pas vraiment eu de problème à mettre en place ce parcours. Par contre, il y a toujours des problèmes individuels dans les prises en charge. Alors, je ne peux pas faire cette présentation sans la co-signer de ma collègue, le docteur Sabine Baron, PH en pédiatrie, très engagée dans l'endocrinologie pédiatrique et la diabétologie pédiatrique, avec qui je travaille sur la transition maintenant depuis 2009, donc plus de 10 ans d'expérience partagée, et qui ont fait vraiment la richesse aussi, je pense, de notre exercice à l'une et à l'autre. Et je rejoins également mes collègues sur ce qu'on apprend d'échanger entre deux mondes, qui est la pédiatrie et le monde adulte. Donc, juste cette petite diapositive d'introduction pour revenir à ce qui a déjà été dit, c'est que quand on pose la question aux adolescents de quel serait le bon moment pour eux pour avoir une transition dans les maladies rares endocriniennes, dans ce questionnaire, ils répondaient entre 17 et 40 ans. Donc, effectivement, on est loin des 15 ans et 3 mois du passage à l'âge adulte pour les urgences en tout cas, avec en moyenne des réponses entre 18 et 24 ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, ces enfants qui deviennent adultes pour les médecins n'ont pas encore des comportements comme on l'attendrait en médecine adulte, c'est-à-dire que 20% des patients n'ont jamais renouvelé seuls leurs ordonnances et 2/3 n'ont jamais vu de médecin seul. Il y avait toujours une tierce personne pour les accompagner. Donc, c'est un changement de paradigme pour eux. Je vous propose donc un plan en 6 points parce que je me suis posé la question, quand on m'a posé la question de comment vous répondre à ça, c'est pour qui la transition, pourquoi la transition, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y dit dans cette consultation de transition, quand doit-on la faire, où doit-on la faire et comment doit-on la faire et l'accompagner. Pour répondre à la question qui, bien sûr, impliquer l'enfant, inviter les parents et les deux parents. On en parlait tout à l'heure. Parfois, les parents sont séparés, divorcés, et c'est un moment quand même un peu clé pour l'accompagnement du jeune. Et donc, de proposer aux deux parents de venir nous semble, nous, judicieux. Après, à eux de décider s'il y en a un seul ou les deux qui viennent. Bien sûr, en présence du pédiatre et de l'endocrinologue adulte qui va prendre en charge le jeune. Parfois, on est amené à associer d'autres professionnels de santé dans cette consultation de transition en fonction de problématiques bien particulières. Et parfois, on est accompagné d'un oncologue, psychologue, d'un généticien ou d'un gynécologue. Mais souvent, on le fait dans un deuxième temps. On s'est souvent posé la question de faut-il convier nos étudiants à ces consultations pour les former, pour leur faire toucher du doigt ce que c'est. Et pour l'instant, on ne le fait pas parce que on trouve que c'est déjà un moment assez chargé dans tout ce qui est dit, en émotion, et d'introduire encore une tierce personne pourrait rendre les choses un peu plus complexes, mais on y réfléchit parce qu'on pense que c'est aussi important de communiquer sur ce sujet auprès de nos jeunes. Pour ce qui est de l'assistante sociale, à ce jour, on a toujours décidé de faire les choses en différé sur une deuxième consultation dédiée. Alors pourquoi? Là, je réexprime différemment ce qui a déjà été dit dans l'intervention précédente. J'oppose finalement la consultation de pédiatrie à la consultation d'endocrinologue adulte, où souvent le
Le jeune en pédiatrie est pris en charge exclusivement par le pédiatre, alors que chez l'adulte, eh ben, le spécialiste va aussi s'appuyer sur un généraliste, et donc il y a encore une nouvelle triangulation supplémentaire. Les consultations en pédiatrique sont souvent rapprochées parce qu'il y a la croissance, il y a la puberté, c'est souvent tous les 3 à 6 mois, alors que chez l'adulte, on passe plutôt à tous les 6 à 12 mois. L'environnement est bien sûr très différent, où en salle d'attente, vous avez des jeunes, voire des bébés. Vous arrivez dans une salle d'attente d'adultes où vous voyez parfois des vieux, comme on disait tout à l'heure, avec parfois des comorbidités ou des complications. On passe du tutoiement au vouvoiement, alors que l'enfant est toujours accompagné d'une tierce personne, ou en tout cas très souvent. Il est chez l'adulte très souvent seul, alors qu'il s'appuie beaucoup sur la famille dans son réseau immédiat. Il s'appuie chez les adultes plutôt sur son réseau amical, et donc il y a d'autres tierces personnes encore qui peuvent être impliquées. Où il est beaucoup assisté, sans terme péjoratif au mot assistance, dans sa période de pédiatrie. Il va devenir de plus en plus autonome chez l'adulte, où il a une certaine forme de dépendance à son milieu familial et au reste, lorsqu'il est jeune, enfant, il va devenir progressivement indépendant à l'âge adulte, où le cadre familial est très fort souvent, pas toujours, mais souvent très fort chez le jeune. Et le jeune va devenir de plus en plus libre, ce qui va induire forcément des décalages, des oublis dans les prises en charge, où il y avait un cadre avant qui permettait de pallier un peu à ces décalages et ces oublis. Pour certains patients, c'est passé aussi d'un IEM très structuré à un foyer de vie plus libre, et ça peut poser des questions et des soucis d'organisation, où le rythme est assez cadré chez l'enfant, le sommeil va être modifié chez le jeune en période de transition, et ce sommeil modifié va aussi induire des modifications à la prise en charge. Et on parle beaucoup de puberté au moment où il est encore en pédiatrie, alors qu'on va plutôt parler de sexualité, de parentalité à l'âge adulte, et bien sûr différemment que ce qui aura pu être abordé en pédiatrie. Et puis, les comportements à risque sont sans doute beaucoup plus fréquents quand même au moment du passage à la consultation à l'âge adulte, même s'il y a bien sûr des adolescents qui ont des comportements à risque, mais on va prendre en considération aussi ces comportements à risque dans la transition. Alors, c'est le pourquoi je vous ai opposé donc ces deux formes de consultation, et pourquoi ça nous semble important, parce que c'est un moment de synthèse, un moment où il va y avoir une formalisation sous forme d'une lettre de l'histoire passée, de l'ouverture vers une nouvelle histoire, et c'est aussi une manière de formaliser ce au revoir à la pédiatrie, aux pédiatres qui leur est souvent très cher, et de formaliser ce passage vers une nouvelle ère. Ça permet aussi, on en est persuadé, d'améliorer la qualité des soins, de diminuer le nombre de perdus de vue, parce qu'effectivement, ce passage de relais entre deux médecins physiquement présents au même moment permet aux jeunes de se projeter avec une nouvelle tête et une nouvelle prise en charge, et d'assurer, même si c'est nouveau, une certaine continuité. Ça permet aussi d'améliorer la compliance et l'observance, non seulement au traitement, mais aussi au rendez-vous, que d'avoir formalisé cette transition. La diapositive suivante, alors qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y dit? La première chose, c'est qu'on nomme la maladie avec des noms qui sont parfois compliqués, et donc on laisse le jeune nommer sa maladie, et la manière dont il la nomme nous fait aussi prendre conscience de comment il la vit. Ça lui permet aussi d'expliquer justement cette maladie et son parcours jusque-là, et au pédiatre d'ajuster parfois un peu la vision que peut en avoir le jeune ou ses parents, et de pouvoir mettre en perspective pour l'endocrinologue adulte qui va prendre en charge ce jeune, et ben, les événements de vie, les difficultés qui ont déjà été rencontrées, pour pouvoir s'appuyer dessus par la suite. Ça permet d'explorer bien sûr la compréhension du traitement, l'observance et la gestion médicamenteuse, la gestion des ordonnances, c'est-à-dire finalement l'autonomie du jeune dans la prise en charge de sa maladie, même si cette autonomie, on l'a dit, et M. Pollack l'a vraiment dit à plusieurs reprises, est travaillée toujours en amont par le pédiatre. C'est pas tout d'un coup au moment de la transition qu'on travaille tout ça. Il y a beaucoup de travail qui est réalisé en amont par le pédiatre. On aborde alors rapidement, parce que c'est quand même des consultations qui sont longues, mais le fait qu'on parlera sexualité, fertilité, grossesse, maternité lors des consultations à venir, et probablement de manière un peu différente de ce qui avait été fait jusque-là. Et c'est le moment quand même de dire que ce sera abordé pour que ce ne soit pas un sujet tabou au moment du relais
et de la transition, parce que certains jeunes ne sont pas du tout prêts à en parler, mais d'autres sont très en attente. C'est aussi un moment pour aborder l'éventualité d'un conseil génétique si on en ressent le besoin ou si le jeune en ressent le besoin. Alors, bien sûr, on revoit, alors là je parle plus d'endocrinologie, on revoit bien sûr les différents traitements, et je ne vais pas lister ici tout ce qu'on dit, mais les objectifs des différents traitements ne sont pas toujours les mêmes dans l'âge pédiatrique et dans l'âge adulte, et les posologies sont adaptées aux besoins, et donc il faut un peu expliquer cela pour qu'il n'ait pas l'impression qu'il y ait une rupture, justement, comme on le disait précédemment, par rapport au traitement antérieur, de dire mais c'est tout différent. Pour certaines choses, ce sera différent parce que ça justifie d'être différent. Il faut l'exprimer. L'exprimer à deux avec le pédiatre présent permet l'adhésion aux patients de ces changements. Et puis, on aborde les spécificités à l'âge adulte, notamment l'os, le cardio-métabolique, sans en faire des caisses, mais juste pour l'introduire et dire que ce sera un sujet abordé par la suite. Et l'endocrinologue adulte présente le lieu où on va se retrouver avec le jeune après, le cadre. Alors, ça peut être verbalement avec des supports, avec des sites internet ou autres, mais pour qu'il sache où il va aller dans un autre bâtiment avec d'autres repères. Quand la dia suivante, le camp, on l'a vu, c'est très large entre la fin de puberté et le pic de masse osseuse. On a l'habitude de dire, mais finalement, nous, ce qu'on a convenu, c'était quand le patient est prêt, quand la famille est prête et quand le pédiatre est prêt. Parce que Sabine rigolerait si elle me voyait, mais des fois, le pédiatre n'est pas toujours prêt alors que le patient ou la famille l'est. Et c'est important que tout le monde soit prêt. En tout cas, il ne faut pas que ce soit une consultation surprise. Il n'y a pas de surprise. Ça se travaille vraiment en amont avec le pédiatre et il y a des facteurs qui influencent bien sûr ce moment, les fonctions supérieures du patient, le milieu social dans lequel il évolue, les comorbidités, les polymédications, s'il est en cours d'études, s'il y a un changement de région. C'est vrai que nous, dans le changement de région pour les études, on privilégie quand même la transition dans la région d'origine avec une transition physique en essayant de mettre les rendez-vous adultes au moment des vacances scolaires permises par les études et puis de faire le changement de référent adulte plus tard quand il y aura une région définitive parce que parfois la région d'études est une région transitoire. Ou, alors ça pour nous il n'y a qu'une réponse, la dia suivante, c'est en pédiatrie. C'est rester dans le milieu où est le jeune pour que justement ça se fasse en douceur. Comment ? Alors pour le comment, vous verrez, il y a le avant, pendant, après. Le avant, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est vraiment préparé en amont par le pédiatre. Et je sais que Sabine Baron en parle longtemps à l'avance. Et dès 15 ans, en tout cas au plus tard à 15 ans, parce que si le jeune est amené à consulter aux urgences, à 15 ans et 6 mois, 15 ans et 9 mois, et ben, au moment du tri des urgences, il va être orienté vers les urgences adultes. Et donc, ça peut être un peu traumatisant pour le jeune si on ne lui a jamais dit qu'un jour, il allait passer chez les adultes. Et puis, on lui donne une déchéance du moment où il va falloir se séparer. Ce qu'on a déjà dit avant, lui dire, un jour, ça va être fini, la pédiatrie. Mais la date, elle sera validée ensemble, le jeune, les parents et le pédiatre. Et on prépare cette autonomie progressive. Il y a une verbalisation qui se fait progressive. Et ce qui nous semble très important, c'est que finalement, ça se passe bien, et c'est ce qu'on a déjà dit, quand il y a une bonne entente entre le pédiatre et l'endocrinologue, quand il y a une confiance mutuelle entre les deux et sur la manière de faire et sur la manière d'aborder les pathologies avec un respect des pratiques bilatérales. On peut ne pas avoir exactement les mêmes pratiques, mais le fait de montrer un respect de l'un vis-à-vis de l'autre au moment de la transition nous semble particulièrement important. Et nous, on pousse vraiment nos jeunes endocrinologues adultes en cursus, en formation d'internat, de passer en stage de pédiatrie pour justement avoir vraiment une immersion de 6 mois sur ce que c'est que le monde de la pédiatrie et mieux comprendre ce que sera la transition. Pendant, on peut utiliser des checklists. Nous, on ne le fait pas, mais vous verrez sur la dia suivante qu'il en existe certaines dans la littérature. Valider la transition en une ou plusieurs consultations. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit, parfois, ça prend du temps. C'est pas une consultation, hop, c'est fait. Parfois, on peut revenir plusieurs fois faire cette consultation en pédiatrie. Et puis, ça peut être, pendant cette consultation, je disais déjà, l'occasion d'orienter vers d'autres spécialistes en PMA, en génétique, voilà. Donc là, c'est un exemple dans la dia suivante de checklist utilisée pour justement accompagner l'adolescent qui a une hyperplasie congénitale des surrénales. Et vous voyez que cette checklist est très tournée autour du vécu du jeune et de ce qu'il attend
de la prise en charge, avec un temps vraiment donné sur l'expression du patient par rapport à ses questions et à ses attentes et par rapport au vécu de cette transition et de comment est-ce qu'il voit la discussion se profiler. L'adage suivant, comment après? Eh bien, en fait, oui, la transition, c'est dynamique et c'est pas juste, voilà, c'est fait, c'est fini. Il y a un après la consultation de transition avec un premier rendez-vous en médecine adulte qu'on fixe pour le jeune, on l'assiste encore, on lui envoie, on lui donne le rendez-vous, pas trop loin pour qu'il puisse se projeter facilement et on lui propose de venir avec ses parents, comme on l'a dit, sauf si et le jeune et les parents ne le souhaitent pas, mais le plus souvent à la première consultation, en tout cas, et parfois à la deuxième, la troisième, les parents sont encore là. Revenir en pédiatrie, alors à éviter, mais pas interdit. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de ne pas faire que des transitions. On revient en pédiatrie après, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas bien compris quand le jeune était prêt à passer à l'âge adulte, et ça voudrait dire qu'on n'arrive pas bien à créer cette transition. Mais ce n'est pas interdit dans le sens où il faut du temps pour créer ce nouveau lien avec un endocrinologue adulte, et parfois, il faut revenir vers le pédiatre pour pouvoir mieux revenir chez l'adulte. Appeler le pédiatre, eh ben moi, je dis oui, volontiers. Donner des nouvelles et donner des bonnes nouvelles aux pédiatres, c'est très important. Et je sais que volontairement, je mets toujours Sabine Baron en copie de mes courriers. Elle est très contente de recevoir des nouvelles et les jeunes sont toujours très contents qu'elle en reçoive. Alors là, juste pour vous illustrer deux cas concrets, hein, une patiente qu'on avait vue en consultation conjointe avec Sabine, donc c'est un courrier écrit par Sabine en novembre 2018, et elle dit bien dans ce courrier, en fait, avec Sabine, on ne sentait pas cette jeune patiente prête à passer au service adulte. Et donc, on dit, finalement, c'est un faux départ, mais c'est bien, vous avez vu la tête du docteur Druy et on va pouvoir continuer encore un peu en pédiatrie. Donc, Sabine la voit une fois, deux fois, la voit une troisième fois, elle lui dit, voilà, c'est peut-être quand même le moment qu'on revoit le docteur Druy et on la revoit ensemble, finalement, 2 ans après, en pédiatrie. Et puis, elle passe en consultation adulte sur une consultation relativement approchée. Et puis, la première consultation en adulte se passe plutôt bien. Et la deuxième, je sens qu'il y a un gros manque de la pédiatrie, un gros manque du docteur Sabine Baron. Et donc, on fait la consultation à 3 par téléphone pour que cette jeune puisse échanger directement avec son pédiatre. Et puis, la fois d'après, on l'appelle de nouveau, Sabine Baron, mais pour lui dire que tout va mieux et que les choses sont enfin posées. Et pour vous dire qu'on donne des nouvelles par téléphone, ça arrive que, vous voyez, cette jeune, je l'ai vue en 2021, alors qu'on avait fait notre consultation de transition en 2009. Et parce que c'était un moment important, un moment où elle allait particulièrement bien, elle avait envie que de communiquer avec la pédiatre qui l'avait accompagnée depuis de si nombreuses années. Donc, on ne s'interdit pas de revenir en pédiatrie. Et ma diade synthèse, ça nous semble très important d'accompagner cette transition. Le plus souvent, ce sont des maladies rares, mais surtout aussi des maladies chroniques. Et donc, le changement ne se fait pas d'un coup. Il faut individualiser cette transition. Rien n'est interdit, rien n'est stéréotypé. Et elle peut être parfois multidisciplinaire.